Voilà. D'accord. Donc, c'est toujours très plaisant, quoi. Mm. Bon, Eh je bien, regardais écoutez, dans les participants, voilà, il y a beaucoup de gens, il y a des amis avec qui on a travaillé sur des projets, donc ils vont se retrouver peut-être à certaines étapes. Voilà. Et ah, puis, bon, génial. faut dire que le vécu dans la FAF, c'est une histoire ancienne. Ça fait, bon, quelques années que je suis dans la maison et toujours un grand plaisir de contribuer à des nouvelles approches. Là, c'en est une, voilà, avec, on va voir un peu une complémentarité intéressante avec des collègues, bon, experts, parce que, bon, on ne maîtrise pas seul un grand domaine comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de contributions pour aider à aborder cette chose-là. Bon, là, on va se prendre une vingtaine de minutes, hein, mais bon, on vous donnera possibilité d'accéder facilement à l'ouvrage pour aller plus en profondeur sur les deux notions, que ce soit le management par la valeur, la vision ou l'agilité. Ce sera un grand plaisir. Et puis peut-être échanger à d'autres moments, sous d'autres formes aussi, hein, comme le disaient Philippe et Cédric. Super. Eh ben, il est 17h15. Je te laisse la parole et la présentation de ton nouvel ouvrage concernant le management par la valeur et l'agilité. À toi, Jean-Pierre. Bienvenue et merci encore pour ta participation. Mais merci à toi, Cédric, hein, pour l'animation. Merci à Philippe d'être parmi nous, hein, représentant, président de l'Association française pour l'analyse de la valeur. Voilà, donc on va aborder quelque chose d'intéressant. C'est management par la valeur, visionnaire et agile. Bon, je crois que c'est un peu le rêve de chacun d'être à la fois visionnaire et agile. On va voir si c'est possible d'y aller comme cela. Alors, cette réflexion, ah, Ça attendez marche? voir, je regarde. Ah, que se passe-t-il? Ça avance? Attends, dis-moi. Zut. Voilà. Ça y Parce est, que ça marche. oui, j'ai un titre qui cache les affichages. Voilà. Donc, c'est une réflexion qui fait suite à un ouvrage, bon, qui était fait aussi avec Julien, avec Anissa, et puis, il faut le dire aussi, avec 15 contributeurs à FAV, adhérents ou sympathisants. Donc, vous voyez, c'est une réflexion à plusieurs sur cette affaire-là. Bon, c'est une réflexion avec des industriels, des managers, des consultants, des universitaires, donc un monde très très large sur le MV, management par la valeur, visionnaire et agile, l'agilité, on va en parler un peu plus, avec des travaux. Bon, on a voulu aussi mettre de nombreuses études de cas, que ce soit dans la présentation, il y en a une où on va aller un peu en détail, et puis dans le livre aussi, on a des études de cas à la fois industrielles et dans le secteur des services. Voilà. Alors, le plan de la présentation, on va avoir trois grandes étapes. Une première, c'est revenir sur les bases de la notion de valeur, entre autres l'analyse de la valeur et le management par la valeur, qui est une suite, hein, avec deux étapes. D'abord, l'analyse de la valeur. On dit toujours analyse de la valeur. Et puis ensuite, je parlerai un peu plus précisément du management par la valeur et pourquoi ça apporte plus de vision dans les organisations. Ça, ce sera le premier point. Deuxième point, ce sera l'agilité. Et le troisième point, une étude de cas. Bon, je pense que c'est plus sujet à discussion et à échange. Voilà, hein. Voilà. Donc, l'approche historique de l'analyse de valeur, c'est Miles. Alors, bon, il y a pas mal de textes, et pour ceux qui auraient des slides, hein, euh, le gras, c'est un peu le cœur de l'affaire. C'est Miles qui a introduit cette notion, management par la valeur, aux États-Unis. C'était repris par la TED, hein, la TED, société américaine, qui est toujours vivante et bien vivante d'ailleurs, hein. Au niveau européen, on a la chance d'avoir une association qui fonctionne bien. Ça fonctionne bien avec, entre autres, un processus de certification. Voilà. Value for Europe, hein, c'est V4E. Voilà, fort. Et puis ensuite, on a une association au niveau national, la FAB, avec un label efficient et responsable, hein. Donc, qui est intéressante. En France, on a, comme le disait euh, Cédric tout à l'heure, et puis Philippe, on a fêté l'anniversaire de la FAB, donc un anniversaire assez ancien, voilà, 45 ans de la FAB. Hein. Alors, par rapport à ça, on pourra en discuter longtemps, mais ce n'est pas l'objet de notre affaire, c'est se dire d'où ça vient, comment on fait, qu'est-ce qui en résulte.
Un point important sur lequel on se focalise, c'est l'aspect normatif. Bon, ça peut faire peur à certains, les normes, mais c'est quand même un fort consensus. Et puis, on a un système de normes vivant sur le vocabulaire, MV. Quand il y a EN, ça veut dire que ce sont des normes européennes également, et avant tout d'ailleurs européennes, traduites en français. Et puis, sur le management par la valeur. Hein, on y reviendra tout à l'heure dans un deuxième temps. On a des normes sur l'analyse fonctionnelle. Vous voyez, il y en a une de 2023. On y a travaillé l'an passé en groupe au niveau de la FAV, l'analyse fonctionnelle, l'analyse de la valeur, ainsi de suite. Je ne vais pas tout passer en revue. Donc, des normes très complètes, très riches, bien argumentées et, je dirais, tout à fait lisibles pour des normes. Ça définit, entre autres, le concept de valeur, satisfaction des besoins sur la consommation des ressources. On y reviendra un peu plus loin sur cette notion de valeur. C'est un terme assez polysémique, difficile à faire percevoir pour des cultures qui peuvent être très différentes, du manager, le sociologue, l'ingénieur, le médecin, voilà, pas facile. Et puis, à partir de ça, la deuxième chose importante qui en sort, c'est la notion de fonction. Vous voyez, dans une relation client-fournisseur, on a une transaction. Et ce qui est intéressant dans la transaction, c'est que le fournisseur vous fournit un produit, un stylo bille, par exemple, et vous, ce que vous en attendez, c'est des fonctionnalités. C'est laisser une trace bleue sur un support, un slide, sur du bois, sur autre. Donc, vous voyez, la notion de fonction, est quelque chose qui est le corps pendant du produit dans une transaction. Et ça va être très intéressant pour innover, pour décrire, pour comprendre comment ça fonctionne, puisque une fonction, c'est fait pour fonctionner. Voilà. Hein. Alors, de là vient l'idée de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire comment on va pouvoir trouver ces fameuses fonctions qui permettent de dire comment ça fonctionne. Alors, si on est en conception, c'est intéressant de savoir, d'imaginer un produit, voilà, et on va voir donc ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une norme qui vient de sortir en 2023, c'est un raisonnement sur les besoins fonctionnels sans référence aux solutions. Alors, c'est là qu'est toute l'astuce, c'est de dire, on va dire ce qu'on attend sans dire ce qu'on veut en termes de produits. Voilà. Hein. C'est-à-dire, on va définir le véhicule, le téléphone, mais sans dire quelle marque, ce qu'il a. On va définir ce qu'on attend en termes de fonctionnement, c'est-à-dire comment il va fonctionner. Alors là, ça va être vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc, l'analyse fonctionnelle va permettre d'exprimer avec un verbe d'action. On aura un verbe d'action, c'est quelque chose qui veut dire ce que ça doit faire. Voilà. Et quand on aura fait cette description fonctionnelle complète, on pourra avoir ce qu'on appelle un cahier des charges fonctionnelles avec l'expression fonctionnelle du besoin. Bon, on a tous eu des cahiers des charges qui étaient des fois super bien faits, et puis d'autres fois, c'était une petite feuille de papier sur quelqu'un, vous avez écrit deux, trois petites choses. Là, on a un formaliste, je vous ai dit tout à l'heure, une norme qui permet d'écrire un cahier des charges fonctionnelles avec une grande rigueur. Voilà. Donc, derrière ça, ce cahier des charges fonctionnelles, ça va être quelque chose d'important avec surtout l'expression fonctionnelle du besoin du qui, de l'utilisateur en particulier. Alors, à partir de ça, ce qu'on va pouvoir étudier, c'est si on a des produits existants, on va se dire, au fait, est-ce que les produits vont satisfaire les besoins de l'utilisateur? On verra qu'il y a une démarche qui s'appelle l'analyse de la valeur et on regarde si la valeur est au rendez-vous des fonctions attendues par le client. Voilà. Donc, on va voir les écarts qu'il y aura entre les fonctions attendues ou le fonctionnement attendu par le client et le fonctionnement proposé par le fournisseur. Et puis, à partir de ça, qui dit fonctionnement dit au fait, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas? Ben, c'est que ça ne fonctionne pas. Bon, là, c'est tout un volet dont on ne parlera pas, mais qui est quand même très important. C'est toute l'analyse préliminaire des risques, l'ANDEC et ainsi de suite. Voilà. Donc, alors, comment on peut retrouver ces fonctions? Il y a plusieurs méthodes. On va juste en regarder une parce qu'elle sera utilisée dans l'étude de cas qu'on va prendre un petit peu plus loin. Vous voyez, ici, on est sur un contexte. L'objet d'étude, c'est un masque. C'était il y a une quinzaine d'années, donc bien avant le Covid, où un clown dans les activités à l'hôpital nous avait demandé de faire un masque transparent. Bon, lui, il avait exprimé en termes de solution. Nous, on se dit, il faut le définir en termes de fonction, fonctionnement. Donc, vous voyez, on décrit le contexte, le visage, les normes, les tests, l'environnement d'utilisation, les utilisateurs, tout ça. Et puis, on va regarder comment on veut que ça fonctionne.
voyez, par exemple, en dessous, on a une fonction 1, respecter les normes et satisfaire aux tests. Eh oui, parce que pour qu'un masque rentre à l'hôpital, il y a un certain nombre de tests, entre autres un test Bobby test, tout ça, qui sont incontournables. On verra qu'on sait dire c'est non négociable, par exemple, la notion de flexibilité qu'on verra plus loin. Donc ça, on va le faire et on aura, c'est mis un petit peu en dessous, une vision globale et systémique du produit, mais juste par des fonctions, pas par des solutions. J'ai mis une petite solution en haut, c'est pour imager, hein, mais on aura une vision globale et systémique de la cible pour les clients et les parties prenantes. À savoir, nous, le client, c'était l'enfant au départ pour les activités ludiques, mais il y avait aussi des parties prenantes qui sont les personnels de l'hôpital, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, recherche de fonctions par les milieux extérieurs. Et puis, on parle de valeurs. Alors, dans l'analyse fonctionnelle, on pourrait définir trois valeurs. Trois valeurs, vous allez me dire pourquoi trois. Vous allez voir que ces fonctions, on peut les organiser du pourquoi au comment. C'est-à-dire, pourquoi et comment on va faire. Vous voyez, on les organise avec des familles. C'est un exercice de style extrêmement dynamique, très intéressant, qui se fait autant pour une organisation que pour un produit. Vous voyez que le pourquoi pour un enfant, un masque, c'est pour échanger des expressions du visage avec ses proches, ses amis, ainsi de suite. Et puis le comment, eh ben, dans les comment, il y a des commandes qui sont très organisationnels à l'hôpital. Il faut que le produit satisfasse au test. On l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on appelle donner du sens au produit, la valeur d'estime. En termes de valeur d'estime, moi, je me souviens de produits électroménagers où le pourquoi, en gros, on faisait ces produits-là, c'était pour proposer des cadeaux à des acheteurs. Les acheteurs n'étant pas les utilisateurs lorsqu'on fait un cadeau. Donc, vous voyez, ça peut être assez intéressant. Valeur d'estime. La deuxième, c'est la valeur d'usage. Ben, la valeur d'usage, c'est ce qu'on vient de voir. C'est tout ce qui définit l'usage du produit, c'est-à-dire comment on veut qu'il fonctionne. Donc, c'est tout le cahier des charges fonctionnelles dont on parlait tout à l'heure. Hein, avec ce qu'on appelle le Criniflex, des critères niveau flexibilité, qui sont des indicateurs. On ne va pas aller dans ce détail. La troisième partie, c'est la valeur d'échange. Valeur d'échange, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en contrepartie de satisfaire les normes, de diffuser l'expression du visage. Donc, on va faire des méthodes. Une méthode d'analyse, c'en est une que je vous ai mis là, qui est assez retenue, c'est un tri croisé pondéré, qui permet d'obtenir un histogramme que vous avez en bas à droite, et cet histogramme donne pour chaque fonction, vous voyez, on rapporte tout aux fonctions. Pour chaque fonction, on donne le niveau d'attente pour les clients, voire les parties prenantes. Voilà. Donc, trois valeurs, valeur d'estime, valeur d'usage, valeur d'échange. Je ne les ai pas mis dans n'importe quel ordre parce qu'un produit, il faut d'abord lui donner du sens, que ce soit un téléphone, un véhicule. C'est souvent ça qui fait la première accroche au niveau des clients et des parties prenantes. Une organisation va dans telle organisation parce que la valeur d'estime, le sens de l'organisation nous plaît, l'usage. Après ça, on regarde comment ça marche cette affaire-là. Et puis après ça, on regarde souvent les contreparties. Ce n'est pas le mauvais sens pour regarder, au contraire, c'est un très bon sens pour regarder les produits et les organisations. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a trouvé cette hiérarchisation, on peut regarder ce qui existe entre l'existant et puis le réalité. Et là, on va avoir des écarts. Ces écarts-là vont nous permettre de faire la conception de projet. Là, je vous donne un exemple, c'est assez c'est compilé totalement. C'était des projets qu'on a mis en place dans une grosse pharmacie d'un hôpital sur une région, voilà, en Auvergne-Rhône. Vous voyez, donc on a un plan stratégique avec un niveau stratégique, tactique et plus opérationnel. Et très opérationnel, on a des fiches projets qui vont viser à réduire cet écart. Et on est en analyse de la valeur entre ce qui est actuellement et ce que l'on attend. Hein, donc, on a des qui fait quoi, quand, des fiches projets qui sont souvent assez bien faites dans les établissements. Hein. Elles sont même normées d'un établissement à l'autre. À partir de ça, donc on vient de voir un peu la première partie. Je dirais que c'est la première partie de la première partie qu'on vient de voir. C'est un peu l'historique des références avec la partie analyse de la valeur. On va regarder ce qu'apporte le management par la valeur, avec la notion de vision dans les organisations. Qui dit management par la valeur, on va avoir conception de la cible. Donc, cette fameuse cible produit qu'on exprime fonctionnellement, on a une première étape, c'est définir une problématique. Vous voyez, on est dans un management par la valeur, donc sur un projet souvent d'une dimension plus grande, et on n'est pas sur un problème à résoudre, mais une problématique.
dans une certaine complexité à aborder, à résoudre. Deuxième étape, c'est fonctionnellement, avec les outils comme on a vu tout à l'heure pour le masque, hein, c'est définir comment on voudrait que ça fonctionne. Voilà. Je dirais que sur ces points-là, au niveau de l'analyse de la valeur, au niveau de nos normes, on est très bien outillé. Je dirais on sait très bien faire ça. La deuxième partie, une fois qu'on a fait ces conceptions de projets stratégiques, tactiques, opérationnels, ces fiches projets, on est dans la conduite du changement au départ, avec le retour d'expérience. Et là, on a une petite faiblesse, je dirais, on va souvent à la pêche dans les autres outils, et c'est un peu ce qu'on va vous proposer, c'est se dire en quoi l'agilité peut être un outil ou une démarche ou un concept qui va nous aider à conduire ces étapes 3 et 4. À partir de ça, donc, on va travailler sur la partie 3 et 4, conduite du changement, tout à l'heure, quand on verra la notion d'agilité. Euh, Peut-être avant, c'est quoi une cible? Vous voyez, là, je vous ai mis des cibles sur les produits. On a un fromage, Caprice des yeux. C'est une longue histoire. C'est énorme. Ensuite, des produits de snacking, des espaces de jeu pour enfants, une valise dans le luxe chez Louis Vuitton. Ensuite, des espaces d'organisation, et ça va d'une structure sportive en bas à droite, là, il y a quelques années, à des choses dans la ville au milieu. Donc, une cible, produit, organisation, ou entre les deux, ou les deux. Le management par la valeur, ça prend de la distance, oui, on prend du recul. Alors, la norme, la nouvelle norme 2020, là, sur le MV, ça vise à développer une culture valeur. Wow. Alors là, le mot est dit, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière? C'est 4 grands principes. Voilà. Pour avoir une vision claire, c'est renforcer l'orientation valeur. Bon, on a quand même un peu défini ce qu'était la valeur au sens général. On en a défini 3 composantes. Voilà, c'est renforcer cette orientation valeur, appliquer un raisonnement fonctionnel. Pourquoi fonctionnel? Ça veut dire qu'on se libère de solutions. On reste sur le fonctionnement avec ses niveaux de performance. Appliquer une approche holistique, c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble des clients et des parties prenantes. Vous voyez, on avait un environnement assez large pour notre marque, voilà. Et gérer la complexité et le risque, voire l'incertitude. Voilà. Donc ça, c'est les 4 grands principes, on les a, 1, 2, 3, 4. Et puis derrière, on vous met des facteurs clés pour que l'action se développe dans de bonnes conditions. C'est très collaboratif. C'est-à-dire qu'un groupe de management par la valeur, c'est un groupe collaboratif. On a une dynamique humaine. C'est-à-dire que on a un animateur, on a une structure très intéressante, voilà, dynamique humaine. Et puis ensuite, on a un fonctionnement et on va avoir des outils. Voilà. Ici, sur les approches agiles qui vont venir nous renforcer les phases 3 et 4. Voilà. Donc, le livre dont on vous propose la photo, là, disponible à la FNAC ou par contact à la FAV, qui peut être intéressant aussi. Introduction à l'agilité. L'agilité, c'est quoi? Au départ, on est parti du manifeste agile, c'était beaucoup pour l'informatique. C'est 4 valeurs fortes, si vous voulez, centrées sur l'individu. Bon, c'était le logiciel à l'époque. Collaboration forte avec le client et puis très réactif. On est très réactif avec l'adoption du changement. 12 principes qui sont déduits de ces 4 valeurs. Satisfaire le client, on livre régulièrement des fonctionnalités, on accueille les changements, voilà. On livre fréquemment un produit, donc on a une forte interaction. Ça, c'est intéressant. On vous dit ici, c'est plus un état d'esprit. Donc, 4 valeurs, 12 principes, et puis derrière, il y a eu des pratiques. On va regarder, nous, principalement Scrum, hein, et puis voir le LES, le Scrum élargi, si vous voulez. Hein, on va regarder ces choses-là. À partir de ça, le Scrum, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une démarche avec quelqu'un qui va définir le quoi, la vision. On a un peu parlé de la vision et on voit que la vision avec le management par la valeur, c'est quelque chose qu'on tient bien. Le pourquoi, le Scrum Master, c'est-à-dire qu'on va garantir un cadre de travail, on va voir tout à l'heure quel est le cadre de travail, et on va gérer les processus. Et puis ensuite, l'équipe de terrain, très opérationnelle, les développeurs. Hein. Donc, il y a tout un vocabulaire. Dans le bouquin qu'on vous propose, on a décrypté ce vocabulaire, voilà. Hein. Donc, on vous dit ça, les origines dans le produit informatique, mais ça s'applique très bien aux organisations. Alors, il faut regarder la moulinette un petit peu, voilà. On a le product backlog. Ensuite, on a les sprints. Alors, les sprints, si vous voulez, c'est des actions courtes, efficaces, suivant un planning qui est défini, avec l'équipe, la team, qui met en œuvre des actions. Tous les jours, il y a un point de vue. On va le voir sur un exemple, voilà.
Et puis, il y a surtout une forte boucle de rétroaction pour s'adapter au mieux avec les écarts entre ce qui se passe et ce que l'on attendait. Voilà, si je fais ça. Voilà. Ici, les piliers transparence, voilà, transparence, pour que le processus soit visible, inspection, adaptation. On va voir tout à l'heure dans l'exemple que les choses-là sont respectées. Dernier point maintenant, une étude de cas pour un peu visionner les choses. Une étude de cas dans un secteur d'activité très industriel. C'est un fabricant de climatisation dans l'Est de la France, mais c'est une grosse usine américaine. Voilà. Et ici, on est sur une machine à faire du grignotage de tôle. Donc, on grignote des tôles. Diable. Ici, on a des tableaux. On va voir un peu comment ça fonctionne, cette affaire-là. Et l'idée, l'idée de départ, la vision, la culture qu'on veut développer, c'est transformer les événements imprévus de production, voilà, en créant de la valeur. Donc, de nouveaux gisements de performance. C'était un challenge quand même assez fort, c'est de dire, on a des aléas de production, les opérateurs réagissent, mais est-ce qu'on ne peut pas capitaliser ces choses-là pour créer de nouveaux gisements de performance? Alors, à partir de ça, l'étape 2, une fois qu'on a défini un peu la cible, voilà, c'est d'abord une approche fonctionnelle. On a fait trois approches fonctionnelles, comme vous avez dit tout à l'heure. Une très terrain, une autre opérationnelle, vous voulez, une autre tactique, une autre stratégique. Vous voyez, on avait trois environnements qui s'emboîtaient avec trois niveaux. Ça nous a donné les arts fonctionnels, pareil, très emboîtés. Donc, on avait un lien entre nos fonctions du niveau très opérationnel au niveau le plus stratégique, avec le niveau tactique en un intermédiaire. Gros travail, je vous l'accorde. Voilà. Donc, on avait les aléas qui étaient sur le terrain et c'était remonté avec ces flèches rouges vers les impacts au niveau tactique et stratégique. Voilà. Donc, comment on a mis en place cette affaire-là? On a mis plusieurs chantiers en place. C'est pour ça qu'on est dans un Scrum version élargie, si vous voulez. On avait plusieurs ateliers, vous en avez deux là, on avait plusieurs. Et l'idée, c'était toujours de créer de la valeur sur des événements imprévus. Donc, on a mis en place un outil particulier. Bon, à l'époque, ça s'appelait CEDAC. Hein. Et on a un arbre des causes, mais ce n'est pas des causes classiques, c'est des faits. Des faits, c'est-à-dire que c'est un opérateur qui s'aperçoit, celui qui est sur la machine là-haut, ah, quand je manipule des grandes tôles, ça déconnecte les cellules, la machine se met en arrêt et procédure de remise en route. Donc ça, c'est un fait. Est-ce qu'il est relatif aux objectifs? Oui, c'est un événement imprévu. Est-ce qu'il a un impact sur le fonctionnement? Dans nos indicateurs de fonctionnement, on avait le TRS, TRG, pour ceux qui connaissent. Bon, voilà, c'est le taux de rendement d'utilisation, on va dire simplement, de la machine. Voilà. Et puis, derrière ces cartes de faits, on part d'un concept, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour voir les faits, et puis il y en a d'autres qui ont les solutions. C'est-à-dire que dans l'espace de travail, il y en a qui disent, ah oui, mais il faudrait peut-être mettre une table, un peu comme celle qu'on a là, et quand on manipule les grandes tôle, on aurait pu cet effet-là. Donc, on a des cartes de fait, et ça voilà. On arrange ce tableau-là, vous en avez un là, il y en a un autre ici, et puis tous les jours, la fameuse vision de tous les jours, hein, dans l'approche assise, tous les jours, on devait voir ce tableau-là avec l'équipe. Entre autres, il y avait le directeur de site qui faisait partie de l'équipe, qui passait voir les tableaux, et avec l'équipe des opérateurs impliqués. Donc, on disait, ouais, ça, c'est un fait. OK, ça vient bien sur l'indicateur, c'est bien un aléa qui a un impact, même au niveau stratégique, ainsi de suite. Et les propositions d'amélioration sont intéressantes. Les propositions d'amélioration sont intéressantes, donc on retient. Donc on fait un tableau, là j'ai mis un détail, qui fait quoi, quand, comment et quand. Voilà. Donc on a cette approche, vous voyez, très participative, très transparente, tout est transparent. Les faits sont signés, ainsi de suite. Voilà. Et l'objectif, c'est de se dire, voilà, comment ça avance. Donc, on a remis ces choses-là avec des impacts au niveau opérationnel, tactique et stratégique. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait cela, on s'est dit, voilà, on va animer les ateliers. On a pris plusieurs ateliers, on a comptabilisé les choses. Et pour vous dire, pour faire simple, on a réussi à trouver un modèle de fonctionnement pour ce travail. Pour chaque poste d'opérateur, il a des ressources, il réalise des activités pour obtenir des résultats. Et il a ces fameux événements qui viennent faire le bazar. Voilà. Et ces événements, il va les gérer en fonction de ses comportements. Et c'est un peu ce qu'on a eu comme résultat, je dirais, presque un peu sociologique, hein, on va dire, de l'affaire, c'est que les résultats influent, le fait d'afficher les résultats, j'ai proposé ça, ah oui, ça influe sur les intentions, mais aussi sur la perception de l'environnement. Vous voyez, quand on dit qu'il faut une approche holistique,
ils avaient une perception de l'environnement à la fois tactique, stratégique. Les opérateurs, on a abordé des choses. Il y en a qui proposaient de faire un gabarit très simple. Ouais. Mais un gabarit, c'est enregistré. Donc, ils ont appris, si vous voulez, les opérateurs, que le gabarit, c'était pas un truc simple qu'on pouvait faire et puis l'avoir le lendemain. Ça demandait peut-être 1 ou 2 journées, mais il fallait l'enregistrer. Donc, on a mis en place tout ce modèle-là et il était compatible avec nos 3 sites. Voilà. Donc voilà un peu une approche Scrum avec cette approche qui est très liée à cet outil-là, un outil très opérationnel sur le terrain. Approche Scrum sur le terrain. Dernier point, dernier slide, pour rester à peu près dans le temps. Si je fais une synthèse, je dis qu'on a des ressources au niveau des postes de travail qui permettent de faire des activités pour obtenir des résultats. Résultats pour un client, mais aussi des impacts pour les parties prenantes et des ressources qui sont là avec un décideur de projet. On sait bien analyser la productivité, ratio activité-ressources, l'efficience, résultat-ressources. Voilà. On est dans ce cadre-là, on est très au poste. Si on a plusieurs objectifs, voilà, plusieurs résultats, on va aborder l'efficacité. Est-ce que ces résultats sont compatibles avec les objectifs fonctionnels qui avaient été définis dans l'analyse fonctionnelle? C'est l'analyse de la valeur. Mais aussi, est-ce que les ressources sont pertinentes par rapport aux objectifs? On est sur la conception à co-objectif, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Si on a plusieurs projets, plusieurs processus, on a ça multiplié par un certain nombre de choix. Le global, c'est vraiment le management par la valeur, créer une culture valeur. On est en train de créer une culture valeur parce qu'on a des espaces, comme on l'a vu tout à l'heure, qui se développent, voilà, avec des acteurs des processus. Quand on est tourné très client, l'agilité est très tournée client, et puis le Lean Six Sigma, un peu plus processus. Voilà. Voilà. Bon, pour en terminer, donc après management par la valeur et Lean Six Sigma, on vous propose management par la valeur visionnaire et agile. Voilà. L'ouvrage est disponible à la FNAC ou à la FAF sur demande. Et merci à tous. Merci bien. La Ben, place est pour vous. super, merci beaucoup. Et dis donc, tu as été efficace, rapide. On va avoir plein de temps pour On poser est des dans le timing. questions, discuter tous ensemble. Ça sera très sympa. Écoute, merci encore pour cette présentation efficace, riche et pertinente autour de l'analyse par la valeur, du management par la valeur et de ce côté agile de la démarche. Alors, je vais reprendre parce que donc, est-ce que vous nous avez laissé beaucoup de questions dans le chat? C'est surtout ça le plus important. Euh, N'hésitez pas hein, à en poser. Vous pouvez lever la main aussi, si vous voulez, pour qu'on puisse prendre en direct vos questions, hein. Ça peut être encore plus sympa si vous avez un micro. Est-ce que c'était clair? Jean-Pierre, est-ce que tu as des choses à vouloir rajouter? Est-ce que tu as des questions? Euh, Est-ce que j'ai d'autres questions? Tout le monde, non? Pas, moi, j'ai pas forcément de questions. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis passé sûrement vite sur beaucoup de notions, hein, mais voilà, le but, c'est d'échanger, de compléter. Peut-être faire une synthèse au final. Alors toi, tu le vois comment cette analyse de la valeur par rapport à l'agilité? Parce que Eh euh, ben, en pour moi, quelques mots, je crois que tu dirais quoi? le point de départ, c'était se dire management par la valeur, on voit bien la continuité avec analyse de la valeur. Ça se voit assez bien, En avec continuité, tu dis, le c'est ça? cœur qui est l'analyse fonctionnelle. Mais après, on était un peu embêté. On n'avait pas d'outils très spécifiques pour mettre en place les projets de changement. Voilà. La conduite du changement, on est allé voir les gestionnaires qui ont des méthodes, des outils. Et puis finalement, c'est vrai que dans les approches industrielles, il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions sur l'agilité, qui développaient des projets agiles. Mais on s'est dit, mais finalement, avec les collègues avec qui on a travaillé là, l'agilité, pour ce qui est de conduire le changement, c'est quelque chose d'extrêmement réactif, pertinent, rétroactif. Hein, on l'a vu, hein, c'est vraiment une approche. Je veux dire, chaque fois, quand on fait un sprint, par exemple dans la méthode Scrum, hein, on a quelque chose qui est très rétroactif. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'ouvrage, on vous a donné plusieurs exemples, des exemples orientés informatiques, parce que dans l'informatique, c'était prendre de la distance par rapport au fameux cycle en V, le cycle en V de développement un peu traditionnel,
c'est arrivé à quelque chose où on fait des échanges très réguliers. On a utilisé cette démarche-là sur le développement d'un produit logiciel. Hein. Sur un produit logiciel, c'était extrêmement intéressant. Je revoyais il n'y a pas longtemps un informaticien avec qui on a travaillé, et je lui ai donné un bouquin. Je lui ai dit, écoute, j'ai mis l'exemple sur lequel on a travaillé parce que c'est exactement ça. On faisait des connexions très régulières sur des produits utiles qui fonctionnaient avec les clients. Et c'est souvent ce qui manque avec les informaticiens. Ils vous refont une reconception, vous ne les voyez plus pendant un certain temps, et puis on a une maquette qui vient fonctionner, et c'est extrêmement difficile d'intervenir sur cette maquette-là. Hein. Voilà. D'accord. Ça, Alors, visionnaire et agile, l'agilité, je pense que c'est un plus. En plus, c'est un concept, on pourrait le dire comme ça, hein. Un concept, et si vous voulez, le concept s'adapte bien à la notion de valeur. très bien. Merci beaucoup pour Ouais. ces précisions. J'ai une question. Est-ce que tu peux revenir sur la slide 23, 23, ouais. 23, donc ça va être deux avant. On me pose la question sur, on revient, attends, pour que je puisse remettre Alors, dans le contexte, slide 23. je l'ai débobiné. Voilà, rembobine tout. On rembobine, on rembobine. On rembobine tout, hein, on remet tout. ESMA, on arrive. C'est Voilà, ESMA qui 23, nous. Voilà, oui. voilà. Cette étape 4, là, elle demandait un petit peu plus de précision, peut-être. Euh, Elle voulait voir un peu comment le modèle Alors, fonctionnait, là. sur ce point-là, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, j'ai hésité. J'ai hésité à mettre le slide, enfin, au moins le schéma qui est à sa droite. Pourquoi? Transformer des aléas ou des événements imprévus et créer de la valeur avec, je me suis dit, voilà. Et ça avait fait partie d'un projet de recherche, et c'est pour ça que, si vous voulez, quand on met que les résultats, vous voyez, dans notre approche avec le tableau hein, qu'on avait, on affiche les résultats. Euh, les événements, ils sont sur des cartes de fait, c'est-à-dire que quand quelqu'un met, voilà, les cellules sont connectées, ou les tôles tombent, ou l'opérateur passe son bras devant ci, et on arrête la machine, on a le résultat qui est le taux de rendement synthétique. Et le comportement de l'opérateur au niveau du terrain, il est lié par un certain nombre, il a des intentions, l'opérateur, c'est-à-dire bien faire. Mais des fois, bien faire, ça ne suffit pas. On a eu le cas, par exemple, pour le changement d'outil, l'opérateur voulait bien faire, donc il prenait beaucoup de temps. Mais ça nous mettait la machine en arrêt longtemps. Donc, des fois, l'intention, il faut peut-être améliorer la perception de l'environnement, c'est-à-dire se dire, attention, on est sur une machine, elle est là pour produire, on n'est pas là pour vaut mieux faire, bon, on utilise des méthodes particulières industrielles, type le SMED ou autre, mais à partir de là, il fallait que les résultats permettent de comprendre dans quel environnement on est, au niveau tactique et au niveau stratégique. Et quand on faisait le Daily Scrum tous les jours avec les opérateurs, on leur disait, ah ouais, le gabarit, c'est une très bonne idée. Bon, on n'aura pas le gabarit demain, on l'aura dans 2, 3 jours. On faisait comprendre que l'environnement d'un gabarit qualité, ben voilà, il fallait l'enregistrer, il fallait le dessiner, il fallait qu'il soit codifié, ainsi de suite, il fallait qu'il soit validé. Donc, il fallait un certain temps. Donc, cette approche-là qu'on a eue était quelque chose qui ouvrait à la fois une perception d'un environnement qui était plus complexe que celui que l'opérateur connaissait des fois. Voilà. Et ça permettait d'avoir des intentions qui, avec un environnement bien connu, permettent d'avoir un comportement adéquat pour transformer l'événement imprévu en création de valeur. Je ne sais pas si j'étais plus clair. Je suppose. Attends, il y a d'autres questions. Euh, Pourrais-tu revenir sur les 12 principes des méthodes agiles et nous dire un par un comment il a effectivement été mis en œuvre dans ton exemple de poste de grignotage? Ah, C'est Jemil hein, qui pose la question, hein, que tu saches. oui, j'ai un petit problème de son, si tu veux. Ah, tu Tu m'entends veux mal? répéter Je te disais, ça? euh, sur les 12 principes des méthodes agiles. Oui. Jemil demande comment tu les as mis en œuvre dans ton exemple sur le Ah, poste de très bien. grignotage. Alors, dans l'exemple, hop là, je vais les. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, je n'ai pas mis les 12, hein, mais
on va les retrouver. Premièrement, satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités. Nous, notre client, c'était, si vous voulez, l'équipe qui fonctionnait et qui voulait avoir un projet, c'était transformer les événements imprévus en création de valeur pour l'organisation. Donc, rapidement, ça veut dire que tous les jours, il y avait une équipe qui regardait les indicateurs de résultats, voilà, et les indicateurs de résultats, à savoir, par exemple, sur la machine, c'est de la MADA, enfin la machine à grignoter, pardon, voilà, sur cette machine-là, c'était avoir le meilleur taux d'utilisation. Donc, tous les jours, on avait une mesure du taux d'utilisation. Accueillir positivement les changements de besoin, même tard dans le projet. Et bien, si vous voulez, les cartes de fait avec les améliorations associées, on les regardait tous les jours. Et si ça bousculait un petit peu notre programme de production, on était ouvert au niveau de l'équipe. Livrer fréquemment un produit opérationnel. Si vous voulez, les produits, là, on est sur des actions d'amélioration. On avait des propositions d'amélioration, mais il y en a des fois, la proposition était extrêmement intéressante. Cette table pour manipuler les grandes tôles, on a mis la petite table que vous avez vue, il y a une petite table, mais on avait prévu quelque chose de plus grand. Sur les cellules, par exemple, il y en a qui avaient proposé de diminuer la hauteur des cellules. Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble. On avait typiquement une équipe avec les utilisateurs, les opérateurs, chefs d'équipe, et puis la direction, et puis une petite équipe centrée sur le projet. Voilà, on travaillait tous ensemble. Tous les jours, il y avait cette approche des faits, des événements, leur retour des événements et leur impact sur la partie résultat de l'organisation. Réaliser les projets avec des personnes motivées. Vous verrez que dans le bouquin, on a travaillé comme ça. On avait plusieurs projets et on avait demandé à des équipes s'ils voulaient faire partie de cette affaire-là. On a été très embêtés parce qu'on avait prévu de développer 3, 4 structures de type Scrum, STELAC dans l'atelier de production. Et puis, il y avait 5, 6 personnes. Et puis, finalement, on était obligé de développer un outil que je vous présente, enfin, qu'on vous présente dans le bouquin pour essayer de dire, ben, on va plutôt travailler avec un tel. Parce qu'on avait des gens qui voulaient nous montrer que ça ne marchait pas là, dans leur terrain. Mais ce n'est pas que ça ne marchait pas, c'est qu'ils voulaient montrer qu'on ne faisait pas ce qu'ils voulaient. À savoir, par exemple, ils voulaient un rideau, des trucs comme ça. Voilà. Et puis, il y en avait d'autres, ça marchait très bien. Donc, on aurait pu mettre en place l'approche, mais on enfonçait une porte ouverte. Donc, on a expliqué, si vous voulez, avec des outils qu'on a développés, qui sont dans le bouquin qu'on vous propose, pourquoi et comment on a fait pour essayer de hiérarchiser les demandes, parce que beaucoup de monde était intéressé par la méthode. Méthode la plus simple, la plus efficace pour transmettre l'information à l'équipe. Bon, là, on est resté très dans la communication visuelle. On était très communication visuelle. Le CELAC, c'est un outil de la communication visuelle. Voilà. Hein. Bon, un logiciel opérationnel, nous, ce n'est pas un logiciel, hein, c'est un produit opérationnel, la principale mesure pour l'avancement. On avait chaque fois des choses qu'on opérationnalisait. Si c'était opérationnel, on les mettait en œuvre et on regardait l'impact sur les résultats. Voilà. Donc voilà pour les 7 premiers points, principes, les 4 valeurs. Mais c'est vrai que c'est important. Alors des fois, sur les 4 valeurs ou les 12 principes, on va mettre en place quelque chose, une structure agile, et puis on ne va pas tous les suivre. Mais on a un guide quand même intéressant. C'est en ça que le manifeste agile, et je trouve, moi, c'est le début hein, de l'affaire sur l'agilité, mais c'est quelque chose qui reste fondamental. Quoi. Hein. Merci Voilà. Jean-Pierre. Merci, Jamil te remercie. J'ai une autre question de Jean-François. À quel niveau de coopération êtes-vous arrivé avec les opérateurs en termes de robustesse, de temps, dynamique spécifique en fonction, par exemple, du niveau hiérarchique ou autre? Est-ce que tu comprends la Non, question? avec les opérateurs, moi, je pense que beaucoup de choses sont possibles à condition de créer les conditions et d'avoir quand même, je dirais, fait comprendre. Moi, je ne dis pas que c'est la direction qui compte, c'est-à-dire d'avoir bien fait comprendre les enjeux de la démarche. À savoir, par exemple, là, sur les 4 équipes, les 3 équipes, pas 4, les 3 équipes qui étaient concernées, on a fait une mini-formation. On avait, je ne sais plus, c'était 30 ou 45 minutes de formation pour expliquer quels étaient les enjeux de ce qu'on mettait en place. Ensuite, on s'est aperçu que quand on met un panneau d'affichage dans un atelier, mais c'est à peu près comme le mettre au milieu d'un bureau.
dans les ateliers, bon, on a un collègue sociologue, Gustave Nicolas Fischer, à Metz, qui a bien décrit les espaces de travail. Et sur cet espace de travail, quand on met un tableau, il faut négocier. On ne met pas un tableau chez les gens au milieu de leur atelier comme ça. Donc, il faut négocier. La dynamique de fonctionnement, c'est pareil, il faut qu'il y ait un aval. On avait un aval de la direction du site de production qui venait tous les matins pour faire le point. Voilà, on faisait le point. Donc, les échanges, il faut qu'ils soient vrais. Faut qu'ils soient vrais, mais engagés. Les gens étaient engagés. Un opérateur, vous verrez dans le bouquin, quand il faisait une proposition de fait, la machine arrêtait, ou quand je mets tel produit, j'en ai plein les doigts parce qu'on n'a pas de chiffon ou ci ou ça, des fois des choses très basiques, hein, c'était signé. L'opérateur signait, il s'impliquait. Hein, et à un moment donné, je parle de l'implication, les opérateurs s'impliquent. Ça, c'était en atelier. On a fait quelque chose de pareil, d'à peu près pareil avec des internes en pharmacie, dans une pharmacie hospitalière. Les internes, bon, c'est des étudiants, hein, si on peut dire comme ça, hein, qui viennent pour 6 mois faire un stage. Au début, ils ne savent pas trop comment ça marche, et puis au bout de 2 mois, ils savent mieux, ainsi de suite. Et donc, pour tester les consignes, on avait mis en place cette même dynamique, quelque chose d'à peu près équivalent, quoi. Donc, on peut aller, je pense, très loin. Encore faut-il que le climat soit euh, très clair, transparent. On parle de transparence à un moment. Pour qu'il y ait de la transparence et que la transparence soit possible. Hein. Mais des fois, on s'est heurté à des murs, hein. Euh, parce que les opérateurs, à un moment donné, ils voulaient un rideau au milieu d'une salle centrale. Donc, ils avaient trouvé l'événement qui faisait que la solution, c'était le rideau. À peu près, quoi. Et on ne pouvait pas mettre de rideau parce que une partie de l'usine devait changer de site. Et c'était encore pas déclaré au niveau, je dirais, des différentes instances de l'entreprise. Il y avait le directeur savait pourquoi, mais bon, c'était pas déclaré. Donc il y a des fois, on est dans des blocages, hein, on est dans des blocages. Mais bon, je pense que si la transparence est là, on peut aller très loin. Ouais. Ok, ok. Ben, écoute, merci. Euh, Quid d'un focal singulière sur les conditions de travail? Est-ce que les principes ont été adoptés par les équipes même après votre intervention? Alors, tout à fait. L'intervention s'est faite sur une durée assez longue, hein. Il y a des choses qui sont restées. Je dirais que euh, quand je dirais les pilotes, hein, moi je faisais partie des pilotes avec deux, trois autres personnes, si vous voulez, très impliquées aussi. Bon, quand les gens, s'il y en a qui repartent, moi je suis reparti, hein, j'étais pas à temps complet dans l'entreprise, mais bon, je dirais que ça a continué. Ça a continué un peu sur la même dynamique. Mais après, lorsque l'équipe avec le pilote, on avait un directeur de site qui venait de l'industrie automobile. Il maîtrisait bien les outils de la communication visuelle. Il les avait bien en tête. Il en comprenait le sens, savait les mettre en œuvre. Et lorsqu'il est parti, bon, il y a eu une chute. Hein. Il y a eu une chute assez forte. La dynamique était plus tout à fait la même. Et c'est vrai que, bon, souvent, les systèmes comme ça part parce qu'il y a quelque chose qui important qui se passe. Et même si on avait réussi, je crois, à diffuser une culture valeur, je crois que on n'a pas réussi à diffuser suffisamment largement pour qu'il reste la dynamique de façon pérenne. Bon, la pérennité, dans beaucoup d'actions, c'est difficile d'obtenir. Hein. Ouais. Ok, ok. Bah, On écoute, peut peut-être revenir sur on peut revenir sur merci, la question, merci. la question précédente sur les conditions de travail. J'imagine que c'était est-ce que l'approche un peu sociale a été prise en compte aussi dans ces démarches il y a bien parmi les principes, hein, je pense que c'est cette notion d'accompagner le changement, d'être positif et de créer une certaine dynamique. Mais est-ce que même dans la recherche des solutions, est-ce qu'il y avait aussi une réflexion autour des conditions de travail, d'améliorer, indépendamment d'améliorer la productivité, il y avait aussi le souci d'améliorer la Ouais, qualité de vie, on va tout dire, à des fait. opérateurs. Ouais, tout à fait, parce que là, on voit bien qu'on n'est pas dans une approche, je dirais, un peu rigide de l'amélioration. Hein. On est vraiment sur une approche avec une dimension sociale, puisque l'objectif, c'est de la communication visuelle active. Et ce qu'on souhaite, c'est montrer que afficher les résultats, afficher la façon dont on a construit les résultats, ça va améliorer la vision et
je dirais, venir compléter les intentions des opérateurs. Donc, on a une dimension très très humaine de l'approche, hein, et je crois que c'est quelque chose qui, si c'est bien présenté, bon, on avait des personnes intéressantes. Si c'est bien repris, ou si c'est bien repris après, je crois que on a quelque chose qui est très riche parce qu'on ne se borne pas, on ne se borne pas à une approche, je dirais, purement technique. Bon, je dirais que c'est, moi j'ai retrouvé la même chose dans certaines approches lignes. On a des approches lignes qui sont un peu comme nos coach killers de l'analyse de la valeur, hein, qui sont assez sauvages, assez abruptes, assez, je dirais, rigoureuses rigide, pas rigoureuse, rigide. Et puis, il y a des approches lignes qui peuvent être très ouvertes. Hein. Et là, c'est pareil pour l'agilité, mais on le sait bien, nous, en analyse de la valeur, c'est pareil pour l'analyse de la valeur ou le management par la valeur, la dimension sociale, sociétale. Hein. On a parlé de l'environnemental aux 45 ans de la phase. Elle ne peut être que présente pour avoir une intégration complète. Hein. Tout à fait. Ouais. Et ça s'y prête bien. L'approche agile s'y prête bien à revenir sur le sujet hein, avec ces fameux daily scrum, si on est dans l'approche scrum, mais avec d'autres, c'est un peu du même style. Hein. Si vous voulez, ça s'y prête bien, à condition que le tempo soit bien donné, quoi. Hein, le leitmotiv aussi. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent souhaiter poser encore des questions? Profitez-en, hein. Jean-Pierre est là avec sa grande expérience en la matière. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Vous aurez, donc, on vous retransmettra la vidéo qui a été prise et enregistrée de cette présentation. Vous aurez aussi accès au PDF. Nous utiliserons le mail que vous nous avez fourni pour vous renvoyer des informations. Euh, le mois prochain, regardez vos différents mails que vous recevrez. Nous aurons un nouveau webinaire, peut-être autour de l'agilité encore ou d'outils. On va voir. Et écoutez, merci encore. Vous étiez très nombreux à suivre cette présentation de Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci encore pour cette présentation efficace, claire et innovante. Et puis, bien évidemment, on vous encourage tous à obtenir cet ouvrage, hein, Management par la Oui, valeur, sur visionnaire et l'ouvrage, je agile. peux dire deux choses. Hein. Je t'en C'est prie. d'une part, il est disponible à la FNAC, système classique de la FNAC. Hein. Du fait que la FAV est éditeur, il est disponible au niveau association. Alors, ça permet quoi? Au niveau d'une association, on peut offrir le livre. Voilà. Et puis, vous pouvez faire un don à l'association. Donc, ça donne une liberté sur le prix qui n'existe pas dans le circuit traditionnel. Voilà. Génial. Eh bien, écoute, au plaisir. Merci encore. Merci à tous. À très bientôt. Participons à cette dynamique autour de l'efficience responsable. Merci à Philippe, notre président, qui était présent également. Et Ah, merci à vous. alors, écoutez, à la prochaine et Je- très bientôt. mais Faites Cédric, je ne la sais pas si baguette. est-ce Ouais. que du coup il y a une date déjà qui est préidentifiée pour Non, normalement, c'est tous les mois. Donc, ça doit être, là, on est quoi, le 12 autour du 14 avril. Vous ouais, aurez c'est des souvent les informations ouais, complémentaires, que ce soit d'accord. par mail, mais aussi sur notre LinkedIn. Vous aurez des informations régulières. Alors, abonnez-vous à la page LinkedIn avec grand plaisir. Merci bien. Salut. Merci à Merci tous. Salut à Philippe, tous. merci Bonne, bonne Ciao, soirée. ciao. Cédric.